Maintenant, on passe à cette conférence parrainée par le laboratoire Sanofi et qui s'intitule l'hypertendu diabétique pour une stratégie efficace de néphroprotection. C'est une conférence qui va être animée par professeur Sqali Husseini, qui est néphrologue, qui est chef de service de néphrologie du CHU Mohamed Hassan II de Fès et qui est aussi vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. À vous la parole. Merci, salam alaikum. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est celui de la collaboration pour la prise en charge de patients qu'on voit tous les jours, les hypertendus, les diabétiques, ceux qui ont une maladie rénale débutante. Et donc, ça sera pour une stratégie efficace de néphroprotection chez l'hypertendu diabétique. Je disais qu'ils étaient nombreux. On a grosso modo 6 millions d'hypertendus au Maroc, environ, c'est vraiment approximatif, 2 millions de diabétiques et 1 million de patients ayant une maladie rénale chronique à tous les stades, de plus précoce jusqu'à le stade terminal. Et donc, ces patients-là peuvent être vus à différents stades de l'évolution, c'est ce que je disais, et on a des données concernant ces patients. Il y a la maladie rénale chronique qui évolue par étapes, avec des lésions rénales qui sont non visibles donc en dehors de l'histologie et on n'a pas de raison de réaliser l'histologie. Puis par la suite, insuffisance rénale chronique débutante, modérée, sévère pour arriver au stade terminal. Et à chacune de ces étapes, il y a eu des études marocaines pour montrer la prévalence. Je commencerai par Maremar. Maremar pour maladie rénale au Maroc. Et dans cette étude, nous sommes intéressés à 5000 personnes à Jdida, 5000 personnes à Khmisset, deux villes de moyenne taille, l'une plutôt industrielle et l'autre plutôt agricole. Et donc, à partir des listes électorales, nous avons tiré au sort ces 10 000 personnes, et non pas patients, chez qui nous avons fait du dépistage de maladie rénale et dépistage des facteurs de risque de cette maladie rénale. Puis, par la suite, une prise en charge sur 5 ans qui est sur le point d'être terminée avec des résultats très intéressants. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'une personne adulte sur 6 est hypertendue, l'obésité est très fréquente, le diabète, vous voyez, 13,8% pour une étude faite dans des normes et chez le patient et avec des tests de confirmation. Et la maladie rénale chronique, 5,9% de la population marocaine. Donc finalement, c'est assez fréquent. Et quand il y a une maladie rénale chronique, vous voyez que le diabète et l'hypertension artérielle sont responsables dans 60% des cas. Tout ce qu'on voit en néphrologie, en termes de glomérulopathie, de maladies de système, de problèmes immunologiques, etc., est finalement minoritaire par rapport au fléau de l'hypertension artérielle et du diabète, sujet d'aujourd'hui. Quand on voit dans des centres de dialyse, ici, c'est l'étude magrédiale, ou c'est le registre magrédial pour Maroc, greffe et dialyse. C'est un registre exhaustif et vous voyez les premiers résultats en 2009 par région. Vous voyez que le diabète représente 18-17% selon les centres, mais je vous fais remarquer que c'est une étude de prévalence, c'est-à-dire que c'était une enquête transversale et qu'elle a répertorié les patients diabétiques dans les centres de dialyse. Or, les diabétiques ont une survie inférieure à celle des autres et finalement, cela ne reflète pas l'incidence du diabète parmi les patients qui arrivent au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique terminale. Pour répondre à cette question, il y a eu d'autres études, et notamment une étude menée par la Société marocaine de néphrologie sur 10 centres à Casablanca, du 1er janvier au 31 décembre, et sur une année entière, 40% des patients qui faisaient leur première séance de dialyse dans un centre parmi ces 10 étaient diabétiques. Et finalement, c'est une incidence très élevée et qui justifie qu'on s'y intéresse de très près. Finalement, comment évolue cette néphropathie diabétique qui va nous mener finalement au stade terminal et éventuellement à la dialyse? Elle évolue ici sur un article de 1983. C'est comme ça qu'on a appris l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique et c'est sur la base de cette histoire naturelle que je vais baser ma présentation, en la critiquant bien sûr et en tenant compte des nouveautés. Donc, normoalbuminurie, puis passage à la microalbuminurie, macroalbuminurie, insuffisance rénale et stade terminal de l'insuffisance rénale.
Donc la normoalbuminurie correspond à un épaississement de la membrane basale glomérulaire en microscopie électronique, donc on ne la voit pas, on ne voit pas les lésions donc à cette étape-là. La microalbuminurie, là non plus, on ne la voit pas puisqu'on ne biopsiait pas ces patients. Et vous voyez que si on les biopsiait, on verrait la progression de la maladie rénale pour avoir une glomérulosclérose nodulaire donc au stade de macroalbuminurie et une glomérulosclérose globale au stade d'insuffisance rénale. Tout cela, on va le voir sous un autre angle, l'angle du réalisable, du faisable, et donc celui du dépistage et du suivi. Donc le même enchaînement, et cette fois-ci, le passage de la normoalbuminurie à la microalbuminurie se fait à raison de 2,5% par an, et cela a été affirmé par cette étude basée sur plus de 1000 patients. Et donc sur un suivi de quelques années, on voit ce taux de 2,5% de progression. Le passage, donc au bout de 12 ans, on note qu'il y a l'apparition de microalbuminurie chez 79 patients parmi les 1000 inclus au début de l'étude. Puis par la suite, 2,1% par an passent de la microalbuminurie à la macroalbuminurie. 3% passent de la macroalbuminurie à l'insuffisance rénale et 2,1% par an passent de l'insuffisance rénale à l'insuffisance rénale chronique terminale. Ça paraît très faible, mais additionné, cela a des conséquences très importantes. Et une chose qu'on note parfois, c'est le passage direct d'un stade à un stade plus avancé en sautant une étape. Le passage ici de la microalbuminurie directement à l'insuffisance rénale qui se voit dans 0,8% des cas tous les ans. Donc, l'évolution va se faire dans cette étude qui s'est étalée sur 24 ans, avec une moyenne de suivi de 19 ans. Vous voyez qu'il y a une progression. Ils ont contrôlé tous les 6 mois et ils ont noté le risque d'insuffisance rénale, c'est-à-dire le risque d'avoir un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute. Et vous voyez qu'au bout d'une vingtaine d'années, 10% des patients qui étaient suivis dans cette cohorte de diabétiques ont atteint le stade d'insuffisance rénale chronique terminale. On revient maintenant, c'était le diabète type 1, on disait son histoire naturelle est typique. Qu'en est-il du diabète de type 2 dont on ne connaît pas souvent la date de début? Quand un patient arrive chez nous avec un diabète et une microalbuminurie ou une protéinurie avérée, on ne sait pas depuis combien de temps il est diabétique le plus souvent. Et donc l'étude UKPDS s'est intéressée à ces patients-là. Donc plus de 5000 patients suivis pendant longtemps, vous voyez une vingtaine d'années, et vous voyez les mêmes chiffres, 2%, 2,8%, 2,3% de progression d'un stade à un autre. Et donc ici aussi la possibilité de passage de la microalbuminurie à l'insuffisance rénale, mais qui est très faible. Donc jusque-là, on se dit, il y a une histoire naturelle typique et il suffit de vérifier l'état actuel des choses pour positionner le patient dans cette grande échelle de l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique. Et on dit classiquement que chaque fois qu'on a un signe qui ne s'inscrit pas dans cette histoire naturelle de la néphropathie diabétique, il faut chercher une autre cause d'atteinte rénale chez le diabétique, puisque les diabétiques sont tellement nombreux qu'ils ont eux aussi le droit de faire une autre atteinte rénale que l'atteinte rénale liée au diabète. Et donc c'est ainsi qu'on voit que la microalbuminurie est suivie de la protéinurie, puis de l'insuffisance rénale, et ainsi de suite. Et vous voyez en bas que le risque de décès de cause cardiovasculaire est corrélé à cette progression. Et bien sûr, plus la maladie rénale va progresser chez le diabétique, plus le diabète est ancien, plus le risque de complications cardiovasculaires est élevé. Quand on est au stade d'insuffisance rénale ou de maladie rénale, on va classer les patients. Je rappelle des choses essentielles mais élémentaires, celle de l'insuffisance rénale. Et vous remarquez que j'ai mis ce tableau uniquement pour dire qu'on ne parle d'insuffisance rénale qu'à partir du stade 3 de la maladie rénale chronique, puisque au stade 1 et 2, on a un débit de filtration glomérulaire supérieur à 60 ml par minute et on n'est pas autorisé à parler d'insuffisance rénale. On est devant une maladie rénale chronique sans insuffisance rénale, et c'est une maladie rénale chronique parce qu'il y a d'autres marqueurs, il y a la microalbuminurie ou la protéinurie ou l'hypertension artérielle associée, ou quand il s'agit d'une maladie autre que le diabète, d'hématurie ou de kyste ou autre.
Et par la suite, ça évolue au stade 3, 4, 5, avec les valeurs que vous voyez, 30 à 60 millilitres par minute, 15 à 30, puis inférieur à 30 quand on est déjà au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. À ce moment-là, on a le choix entre 3 thérapeutiques auxquelles je reviendrai dans ma présentation de demain, Inch'Allah. Et donc, on a la dialyse, l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale. Est-ce que cette histoire naturelle est la seule façon d'évoluer? On l'a longtemps pensé, mais nos consultations de tous les jours nous montrent le contraire. Et donc, jusqu'à ce que ce soit publié de façon formelle, à partir de vraies études bien menées sur le plan scientifique. Et on voit dans cette publication donc les patients insuffisants rénaux normo-albuminuriques dans le diabète de type 2, ceux qu'on considérait comme différents, chez qui on pensait qu'il y avait autre chose que la néphropathie diabétique, et qu'on biopsiait. Et une fois biopsiés, on trouvait les nodules de Camille Steele-Wilson disant glomérulosclérose diabétique et donc nodulaire. Et finalement, à force de le faire, on s'est rendu compte que c'était une entité à part entière. On va le voir directement à travers cette étude. Vous voyez dans l'axe des abscisses l'excrétion urinaire d'albumine et dans l'axe des ordonnées donc le débit de filtration glomérulaire. Et si on prenait le seuil, excusez-moi, je vais essayer d'utiliser, oui, si on prenait ce seuil de 60 millilitres par minute, ici on n'a pas d'insuffisance rénale, en bas on a une insuffisance rénale. Si on respectait scrupuleusement l'ancienne définition de la néphropathie diabétique et l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique, tous ceux qui ont moins de 60 millilitres par minute devraient avoir une excrétion urinaire d'albumine élevée, devraient avoir fait déjà la microalbuminurie et la protéinurie avérée. Or, vous voyez ici que ce n'est pas le cas. Dans cette étude, qui s'était intéressée à plus de 300 patients, 109 parmi eux avaient une insuffisance rénale. Et parmi ces 109, vous voyez que seuls 26% avaient une excrétion urinaire d'albumine au stade de macroalbuminurie ou protéinurie avérée. 35% avaient une microalbuminurie et 39% n'avaient pas d'excrétion urinaire d'albumine pathologique. Et finalement, c'est à ceux-là qu'on va s'intéresser. On pourrait à ce moment-là se poser la question, est-ce que ces patients ont une excrétion urinaire d'albumine négative parce qu'ils sont déjà sous traitement néphroprotecteur, blocage du système rénine-angiotensine? Et donc l'étude s'est intéressée à cette question et on voit qu'en éliminant les patients qui avaient déjà pris les IEC ou ARA2, ceux qui avaient déjà une prise en charge dans ce centre pour autre chose, il reste quand même des patients qui ont une insuffisance rénale avec une excrétion urinaire d'albumine négative, c'est-à-dire une normoalbuminurie, et ils représentent 23%. Un patient sur 4, ce n'est pas négligeable. Et quand on va plus loin, on voit est-ce qu'il y a une relation entre cette insuffisance rénale avec normoalbuminurie ou microalbuminurie ou macroalbuminurie avec le pronostic final, et on voit respectivement que la perte de fonction rénale est de 4,6, 2,8 ou 3 millilitres par minute, sans que cette différence ne soit significative. Donc finalement, ce n'est pas moins grave d'avoir une insuffisance rénale sans protéinurie, parce que jusqu'à présent, on disait la protéinurie avérée est un facteur de gravité, c'est vrai, ça a été vérifié, mais même ceux qui n'ont pas de protéinurie, normo-albuminuriques ici, ont aussi une perte de débit de filtration glomérulaire annuelle significative et il faut les prendre en considération. Donc intéressons-nous à cette perte de débit de filtration glomérulaire de façon progressive, en recherchant ceux qui ont un déclin rapide de la fonction rénale ou une évolution rapide vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Quand ils sont diabétiques, avec une néphropathie diabétique, il faut qu'on les recherche. Ils sont de 4 profils. Il y a les 2 profils en haut qui sont des profils linéaires et les 2 profils en bas qui ne sont pas linéaires, je vais y revenir. Profil linéaire, c'est-à-dire que si on a 3 points, 3 consultations espacées de 6 mois et qu'on place les points sur une échelle, comme on le fait très souvent en néphrologie à travers nos pancartes, on voit le rythme de progression et on peut extrapoler en projetant sur l'axe des abscisses et en disant aux patients, dans tel nombre d'années,
vous serez probablement au stade terminal si rien ne change, c'est-à-dire si on ne fait pas les mesures de néphroprotection dont je vais parler et si, au contraire, il n'y a pas de facteur aggravant qui précipite l'évolution. Et on est en mesure, dans 48% des cas, ici, de voir que c'est vraiment linéaire. Dans 39% des cas, ce n'est pas tout à fait linéaire, mais la différence notée n'est pas cliniquement significative. Finalement, en additionnant les deux, 4 patients sur 5 ont une évolution prédictible et c'est prévisible et on peut supposer que le patient va arriver à un stade très avancé au bout de 14 ans ici ou 12 ans ici. Il reste les autres, les 6% qui accélèrent à un certain moment et les 7% qui étaient à un rythme élevé et qui finissent par décélérer et évoluer de façon plus lente. Et c'est à cela aussi qu'on doit s'intéresser. Quand on met ça sur une courbe, la répartition de Gauss est presque retrouvée. Et donc, vous voyez que la majorité des patients diabétiques vont perdre non pas 3 ou 4 millilitres par minute par an, c'est ce qu'on pensait jusqu'à il y a peu d'années, mais ils perdent 8 millilitres en moyenne par an. Et donc, c'est assez important. Autre façon de les voir, c'est de les classer selon le rythme de perte de la fonction rénale. Puisqu'on va parler de néphroprotection, il faut qu'on sache d'abord à quel rythme on était pour adopter des mesures qui ralentissent l'évolution. Et donc, on a des patients qui ont un déclin lent, moins de 5 millilitres par minute par an, modéré, entre 5 et 10, rapide, entre 10 et 15, et très rapide, supérieur à 15 millilitres par an. Vous les voyez ici. Bon, les couleurs ne sortent pas très bien, mais donc, par définition, dans l'étude, ceux qui ont un rythme très rapide perdaient plus que 15, donc ici en moyenne 22, et ainsi de suite. Et on va chercher s'il y a des facteurs prédictifs de cette évolution très rapide, modérée ou lente. Et on voit que c'est l'hémoglobine glyquée, c'est le rapport albumine sur créatinine au niveau urinaire, et c'est le débit de filtration glomérulaire au moment où on a commencé le suivi. Si pour les deux premières, c'est évident, exposé à plus de durée de diabète et moins contrôlé accélère la maladie rénale, avoir une protéinurie signe une progression de la maladie rénale. Ici, vous voyez que ceux qui ont la meilleure fonction rénale au moment où on a commencé à les suivre sont ceux qui ont évolué rapidement, et c'est une notion à laquelle je reviens très rapidement à travers cette diapositive. Dans cette diapositive, on voit deux populations. C'est la même cohorte, mais elle a été répartie en tenant compte de ce seuil-là, 105 millilitres par minute. Vous voyez qu'il y a des patients qui ont commencé leur suivi en ayant un débit de filtration glomérulaire supérieur à 105 millilitres par minute, qui, s'ils venaient à notre consultation, on leur dirait « vous avez une excellente fonction rénale ». Et d'autres qui ont commencé à moins de 105 millilitres par minute. Et regardez l'évolution. Ceux qui ont commencé plus bas ont évolué longtemps, sans vraiment casser de façon brutale. Et ceux qui avaient une fonction rénale meilleure, finalement, parmi eux, il y a certains en rouge qui ont rapidement dégradé leur fonction rénale. Comment expliquer tout cela? C'est tout simplement l'une des étapes de la néphropathie diabétique, c'est une étape précoce à laquelle on ne faisait pas attention jusqu'à présent, c'est l'hyperfiltration glomérulaire. Et qu'on disait, je l'ai dit exprès au début, on ne peut la voir que si on faisait une biopsie rénale. Non, on peut aussi la voir si on a un débit de filtration glomérulaire trop bon, qui signerait une hyperfiltration glomérulaire, et donc on est déjà dans les premières étapes de la néphropathie diabétique. Regardez ici, est-ce qu'on peut la prédire? Certains ont fait cet exercice avec des diabétiques de type 1 et des diabétiques de type 2, et ils se sont basés sur un score composite, donc multimarqueur, et vous voyez albumine sur créatinine, débit de filtration glomérulaire et les récepteurs TNF1 et TNF2, et ils ont combiné ces marqueurs pour voir si l'évolution était différente. Et effectivement, avec des marqueurs prédictifs, on pouvait distinguer deux populations vraiment distinctes en termes d'évolution. Donc, elles vont évoluer progressivement vers le stade terminal, mais si on intervient tôt, on peut modifier l'évolution. Donc, message important, agir tôt permet parfois de gagner, et donc identifier ceux qui ont un hyperdébit de filtration glomérulaire et agir tôt peut avoir des effets bénéfiques très importants. Mais deuxième message, certains ont eu une prise en charge rapide,
et n'ont pas répondu. Ils ont continué sur le même rythme. Vous les voyez ici. Et au bout de 2-3 ans, ils ont commencé à améliorer. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, continuer les mesures de néphroprotection, même si l'effet n'est pas immédiat, et ne pas se dire donc ça ne sert à rien et arrêter. Donc, il y a une grande importance de la néphroprotection, et la néphroprotection est définie par l'un de ces 3 objectifs. Prévenir la maladie rénale, ici c'est peut-être trop tard, elle s'est déjà installée, réduire le risque rénal et ralentir la vitesse de progression de la maladie rénale lorsqu'elle est déjà présente, et c'est ce qu'on essaye très souvent de faire pour infléchir cette courbe. Et donc, une évolution inéluctable ici, si on ne faisait rien, vers l'insuffisance rénale chronique terminale, peut être modifiée en la ralentissant, en entraînant même une rémission, parfois une régression. Et ici, en termes de comparaison, c'est la progression physiologique de quelqu'un qui n'a ni diabète, ni hypertension artérielle, ni maladie rénale déjà connue. Physiologiquement, bien sûr, on perd 1,3 ml par minute par an à partir de l'âge de 40 ans. Donc, sur quoi peut-on agir? Il y a des facteurs de progression qui sont identifiés, ils sont très nombreux, mais ils ne sont pas tous modifiables. On ne peut pas modifier ces facteurs, mais par contre, on peut modifier l'hyperglycémie prolongée, le statut tabagique, la dyslipidémie, etc. Et c'est à travers tous ces éléments-là qu'on peut faire de la néphroprotection. Et ce sont des mesures liées au mode de vie et aux règles hygiéno-diététiques, et des mesures thérapeutiques avec des cibles thérapeutiques bien identifiées. Et pour atteindre l'une et l'autre, on passe bien sûr par l'éducation thérapeutique que vous connaissez très bien. Donc, comment on va agir? Je ne sais pas, j'ai vu que sur le chronomètre, il reste 4 minutes, mais je pense que c'est une erreur de chronomètre. Il me reste plus de temps puisque c'était prévu 40 minutes ou non. Si vous voulez que je m'adapte, vous me le dites. Mais donc néphropathie diabétique. Oui, 40% des patients diabétiques finissent par faire une néphropathie diabétique, et cela est lié à la durée du diabète. Donc, premier élément important. Deuxième élément, c'est le risque ici de microalbuminurie est lié au pourcentage, donc au taux d'hémoglobine glyquée. Et bien sûr, vous voyez qu'à des taux très élevés, on a plus de risque de progression, mais là, je ne vous apprends rien. Ici, néphropathie diabétique après transplantation du pancréas. Pourquoi c'est intéressant? Parce que transplantation pancréatique, rein-pancréas chez ce patient-là, qui a servi de référence, et donc un article dans le New England à partir d'un cas. Et vous voyez, chez ce patient-là, oui, ils lui ont greffé un nouveau rein, mais il avait ses reins natifs. Et ils les ont biopsiés. Ils les ont biopsiés au moment de la greffe. Ils les ont biopsiés 5 ans plus tard, et ils les ont biopsiés 10 ans plus tard. Et vous voyez, parce qu'il avait un pancréas fonctionnel, que l'atteinte histologique qu'on pensait irréversible ne l'est finalement pas toujours. Et il y a parfois une amélioration, même histologique. Cette fibrose qu'on pensait irréversible n'est peut-être pas toujours irréversible, et il y a beaucoup de pistes thérapeutiques pour cela. Les bénéfices d'un contrôle glycémique strict sont bien sûr attendus chez le diabétique de type 1, j'ai mis les études qui le montrent, diabétique de type 2, et chez le diabétique avec une insuffisance rénale chronique. Je commence par le diabétique de type 1, avec une néphropathie diabétique, et vous voyez qu'un contrôle strict de la glycémie et avec une hémoglobine glyquée autour de 7 par rapport à une hémoglobine glyquée autour de 9 ici, donne une baisse du risque de survenue de microalbuminurie de 44% et une baisse de risque de passage de la microalbuminurie vers la protéinurie de 56%. Donc oui, mieux contrôler la glycémie est important. C'est la suite de la même étude des CCT, c'est poursuivi avec l'étude épidémiologique observationnelle EDIC, et donc plusieurs années plus tard, sans continuer dans les 2 bras. Les patients ont été sortis de l'étude, à la fin de l'étude, ont été suivis, et quand on n'était plus dans l'étude, ils se sont retrouvés avec la même hémoglobine glyquée par la suite. Et ces patients-là, avec la même hémoglobine glyquée par la suite, ont fini par être suivis, et on voit
que le débit de filtration glomérulaire chez ceux qui étaient suivis de façon conventionnelle s'est altéré plus rapidement que chez ceux qui avaient un suivi intensif. Donc on garde le bénéfice même quelques années plus tard, alors qu'on a une hémoglobine glyquée comparable, mais le fait d'avoir été mieux contrôlé pendant des années auparavant fait que l'insuffisance rénale s'est installée moins rapidement, et cela veut dire que pendant que la période où ils étaient mieux contrôlés, il y a eu un ralentissement de l'évolution de la maladie rénale. Diabétique de type 2, critère d'évaluation doublement de la créatinine, c'est l'étude UKPDS, et avec une comparaison entre ceux qui avaient un suivi, un contrôle intensif par rapport à ceux qui avaient un contrôle conventionnel de leur diabète. Et le critère d'évaluation, c'était l'hémoglobine glyquée. Et donc même quand on disait intensif, la différence n'était pas énorme, mais c'était quand même 1 point d'hémoglobine glyquée de différence. Et vous voyez qu'au bout de 3 ans, 6 ans, il n'y avait pas encore de différence significative entre les deux groupes, mais à 9 ans et 12 ans, 0,9% dans le groupe intensif avait un doublement de la créatinine, alors que c'était plus de 3,5% dans le groupe conventionnel, et donc ceci a un impact. Toujours chez ces diabétiques de type 2, on peut avoir aussi comme critère d'évaluation le risque d'évoluer vers le stade terminal de la maladie rénale. Et là aussi, la différence est significative. Nous avons vu les diabétiques type 1, type 2 sans insuffisance rénale chronique. Il nous reste les insuffisants rénaux chroniques. Et là, on se pose la question, et si on les contrôlait mieux, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'hypoglycémie? Et donc, est-ce que le bénéfice est supérieur au risque? Oui, il y a un risque d'hypoglycémie, et là, de multiples études le montrent. À chaque fois, dans le bras intensif, le nombre d'événements d'hypoglycémie est largement supérieur à celui observé dans les bras contrôle, dans lesquels le contrôle de la glycémie est standard. Et ceci a mené, sans rentrer dans les détails, à mieux définir les objectifs. Ici, ce sont des objectifs internationaux de néphrologie, mais qui sont les mêmes qu'en diabétologie. Quand on est en maladie rénale chronique stade 3, c'est-à-dire le début de l'insuffisance rénale, l'objectif doit être de 7% en termes d'hémoglobine glyquée, alors que quand on est au stade 4 ou 5 de la maladie, quand on est au pré-terminal ou terminal, on ne vise plus que 8 d'hémoglobine glyquée, justement parce que le risque lié aux hypoglycémies est largement plus délétère. Et quels antidiabétiques on va utiliser? Là, c'est l'histoire qui nous donne de nouvelles armes, et ces nouvelles armes sont classées en fonction du degré d'insuffisance rénale. C'est une diapositive à laquelle je reviendrai demain, Inch'Allah. Et donc ici, vous voyez les agonistes du récepteur GLP1 et ici les inhibiteurs de SGLT2 auxquels je vais consacrer quelques diapositives. D'abord, analogue du récepteur GLP1. Et vous voyez donc la liraglutide qui est utilisée par rapport à d'autres antidiabétiques. Et vous voyez que le critère composite de devenir rénal, qui est fait de macroalbuminurie, doublement de la créatinine, évolution vers le stade d'insuffisance rénale chronique terminale, mais en tout cas un critère composite, est largement meilleur chez ceux qui sont sous liraglutide. Donc l'utilisation des analogues du récepteur de GLP1 est bénéfique sur le plan évolution de la maladie rénale, et ceci après donc adaptation ou en tenant compte de tous les critères qui peuvent interférer, pression artérielle, poids, hémoglobine glyquée, etc. C'est vraiment un effet lié à la classe qui doit être pris en considération. Et vous voyez, bon, ce n'est pas très visible, mais je voulais vous montrer ici, c'est encore plus franc, puisque ici ce n'est pas significatif, mais ici c'est une grande différence dans la catégorie des patients qui ont une insuffisance rénale modérée et donc avec une clairance de la créatinine entre 30 et 60 millilitres par minute. Et c'est encore mieux visible, donc je vais passer pour ne pas tarder, chez les patients qui ont une macroalbuminurie. Donc les patients qui ont une insuffisance rénale débutante ou qui ont une protéinurie sont ceux qui bénéficient le mieux de cette classe thérapeutique pour ralentir la progression de la maladie rénale. L'autre classe qui est vraiment citée dans tous les congrès de néphrologie actuellement pour ses effets autres que
donc antidiabétiques, ce sont les inhibiteurs de SGLT2 et ils ont bien sûr une action qui a été avérée sur l'évolution de la néphropathie diabétique. SGLT1 et SGLT2, on les localise au niveau du tube contourné proximal. C'est à ce niveau-là que se situe le SGLT2 au niveau de la partie distale du tube contourné proximal. Et il est un cotransporteur du glucose et du sodium. Et donc, en le bloquant, on aura un effet important, aussi bien sur la réabsorption du glucose que celle du sodium. Et donc, on attend aussi un effet de ce point de vue-là, effet qu'on retrouve ici chez des diabétiques de type 2, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire autres que le diabète, qui ont une hémoglobine glyquée entre 7 et 9% et qui ont un débit de filtration glomérulaire supérieur à 30 ml par minute. Et donc, ici, ceux qui ont eu des inhibiteurs de SGLT2, ils sont situés de ce côté-là, ont un pronostic meilleur sur énormément de points, sur énormément de facteurs d'évolution de la maladie rénale, que ce soit survenue de microalbuminurie, passage à la macroalbuminurie ou survenue d'insuffisance rénale ou doublement de la créatinine. C'est bénéfique sur tous ces éléments-là et donc finalement c'est une classe très prometteuse sur l'évolution de la maladie rénale. Vous voyez ici, encore une fois, l'utilisation d'inhibiteurs de SGLT2 par rapport... Le placebo n'est pas un vrai placebo, c'est un autre antidiabétique. Et vous voyez qu'il y a une nette différence concernant le débit de filtration glomérulaire qui est assez bien maintenu ici, alors qu'ici, il continue à baisser. Et quand on arrête ces inhibiteurs de SGLT2, on a maintenant des reculs de plus de 3 ans qui nous permettent de faire ce type d'études. On voit qu'en les arrêtant, le débit de filtration glomérulaire remonte et finalement, il y a un intérêt à les continuer. C'était le premier élément majeur de néphroprotection, le diabète. Pour l'hypertension artérielle, il faut une individualisation du traitement. Je me suis basé sur les recommandations européennes de 2018. Et dans cette individualisation, plus l'atteinte vasculaire est sévère, plus il faut être vigilant sur la baisse de pression artérielle. Ces recommandations ont, oui, fixé un seuil de définition de l'hypertension artérielle, des façons de mesurer, une limite, des objectifs, mais ils ont aussi défini une limite inférieure, ce qui est une première pour des recommandations internationales de prise en charge d'hypertension artérielle. Jusqu'à présent, jamais des recommandations n'avaient donné une limite inférieure de pression artérielle au-dessous de laquelle il ne faut pas baisser. Et on va les traiter, bien sûr, en bloquant le système rénine-angiotensine-aldostérone par IEC ou par ARA2, mais dans cette prise en charge de l'hypertension artérielle façon 2018-2019, il faut d'emblée associer un autre médicament qui doit être soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique, mais l'IEC ou l'ARA2 a toute sa place dans cette prise en charge, dans un comprimé unique, sous forme combinée. Et ce ne sont que les exceptions qui ne vont pas bénéficier de cette association fixe. L'association fixe est devenue la règle. Étape suivante, si ça ne suffit pas, bien sûr, IEC ou ARA2 plus inhibiteur calcique plus diurétique. Et au-delà de cette étape, on parle d'hypertension artérielle résistante et on peut administrer la spironolactone avant d'envisager d'autres médicaments. Les bêta-bloquants n'ont pas leur place ici dans cette prise en charge de l'hypertension artérielle chez le diabétique. Ils seront réservés, selon les recommandations, et d'ailleurs ça reflète la pratique clinique actuelle, ils seront réservés à des indications spécifiques et ne sont pas des médicaments de première intention de traitement de l'hypertension artérielle chez le diabétique. Donc, je reviens à protéinurie et néphropathie diabétique. On le sait depuis très longtemps. Ici, c'est une autre étude IDNT qui pourrait le montrer. Vous voyez que plus la protéinurie est importante, plus la progression de l'insuffisance rénale est importante. Ici, avec des seuils supérieurs à 8, 4 à 8, 2, etc. Et donc, plus elle est importante, plus la progression est importante. Autre élément, si on agit sur cette protéinurie et qu'on réussit, plus de 50% de baisse, on sera ici. C'est une baisse entre 0 et 50%. Ici, absence de baisse, et ainsi de suite. Donc, les classes, selon la réponse, j'ai inversé, selon la réponse, on va prédire aussi le pronostic. Donc, le premier réflexe, c'est de dire, donnons-nous tous les moyens pour avoir la meilleure réponse possible.
il faut donc réduire à tout prix la protéinurie. Je ne vais pas vous faire l'affront de répéter ce que sont les IEC et les ARA2 utiles et les comparer, etc. On a passé cette étape, ça a duré 20 ans. Maintenant, ce qui est d'actualité depuis une dizaine d'années, c'est d'essayer autre chose. Essayer les ultradoses, au-delà des doses minimales donc efficaces, au-delà de ce qui existe sur l'AMM, et c'est osé dans le cadre d'études. Et vous voyez qu'en dépassant les doses recommandées, on finit par avoir une action qui continue sur la protéinurie et donc sur l'insuffisance rénale par la suite. Et finalement, peut-être que c'est un moyen d'agir qui a ses effets secondaires, qui a ses inconvénients. Ces inconvénients, c'est plus d'insuffisance rénale aiguë, plus d'hyperkaliémie, moins de possibilités d'association avec les diurétiques, mais bien mené dans le cadre d'études, ça a donné de bons résultats. La deuxième possibilité, c'est le double blocage. Bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone par une association de 2 médicaments au moins. Les inhibiteurs de la rénine étaient prometteurs à un certain moment, mais beaucoup d'effets secondaires et plus de mortalité, et les études avec la liskérène ont été arrêtées, donc je n'en parle pas, ça n'a même pas été commercialisé au Maroc. Et je parlerai plutôt de l'association IEC-ARA2, et vous voyez qu'il y a un effet supplémentaire en associant IEC-ARA2. Dans les recommandations internationales, ce n'est pas préconisé parce que cet effet est contrebalancé par plus d'insuffisance rénale aiguë et plus d'hyperkaliémie et finalement plus de risques pour le patient. D'autres moyens de néphroprotection, c'est le régime hyposodé. Et pour parler de régime hyposodé, il faut parler de pain parce que c'est là où il y a le plus de sel. Ici, une étude menée à Fès, 35 boulangeries. Nous avons analysé dans le laboratoire à la faculté la teneur en sel et on voit que 12,86 grammes de sel par kilo de pain, ce qui fait qu'une consommation quotidienne de 6 grammes de sel par jour supérieure aux recommandations de consommation globale en sel quotidienne. Donc s'il faut agir, il faut d'abord agir sur la teneur en sel du pain. Et réduire le sel permet de mieux contrôler la pression artérielle et d'avoir un meilleur pronostic rénal. Regardez ici la protéinurie qui baisse quand on utilise des IEC, rien d'étonnant, avec un régime normal en sel. Ici, avec un régime pauvre en sel, vous voyez que cette baisse est meilleure et quelqu'un qui a un IEC associé à un régime sans sel peut parfois avoir un meilleur résultat qu'une association IEC-ARA2. Et donc finalement, plutôt que de courir le risque d'avoir plus d'insuffisance rénale, plus d'hyperkaliémie en associant IEC-ARA2, veillons à ce que le régime sans sel soit bien respecté. Ici, le régime hypoprotidique, quand on réduit les apports en protéines animales à 0,6 à 0,8 grammes par kilo par jour, on a un meilleur pronostic rénal à long terme, mais le risque, bien sûr, est la dénutrition à laquelle il faut faire attention. Ici, vous voyez qu'il y a une différence et un gain d'une année de progression. Je vais terminer par la dyslipidémie. Et donc, chez l'insuffisant rénal et chez les patients qui ont une néphropathie, particulièrement lorsqu'elle est glomérulaire, il y a une augmentation du cholestérol, des triglycérides et une baisse du HDL. Donc, tout pour avoir un mauvais pronostic. Si on associe ça au diabète, donc on se rend compte qu'il faut agir sur cette dyslipidémie. Et agir sur cette dyslipidémie à travers l'utilisation de statine donne un meilleur résultat. Ici, à chaque fois, en bleu, c'est l'utilisation de statine additionné au traitement habituel qui est ici dans l'autre couleur. Et vous voyez que le gain en termes de protéinurie est meilleur quand on associe une statine. Et ce qui donne que les recommandations actuelles pour le non dialysé disent qu'il faut avoir au maximum 1 gramme par litre de LDL cholestérol et l'optimal, c'est d'avoir moins de 0,7 grammes par litre, ce qui n'est pas facile à atteindre. Ce n'est pas le cas chez l'insuffisant rénal. La même étude a montré, avec l'étude Sharp par la suite, a montré que quand on avait un contrôle aussi strict chez l'hémodialysé, il y avait plus de mortalité. Donc ce sont des recommandations qui s'appliquent au stade 1 à 4 de la maladie rénale chronique. Et quand on le fait,
Et quand on voit ces patients au stade de dialyse par la suite, 1 an après la transition à la dialyse, on voit qu'ils ont un meilleur pronostic sur énormément d'éléments. Donc le pronostic vital et la mortalité cardiovasculaire est réduite quand on utilise des statines avant le stade de dialyse. Et donc notre attitude actuelle, c'est de mettre systématiquement les patients diabétiques insuffisants rénaux qui ont une maladie rénale qui atteint le stade 3 sous statine et de les arrêter quand ils sont en dialyse. Reste le dernier élément que je cite, il me reste 2 diapositives, le tabagisme. Je fais ici un clin d'œil à professeur Shraibi. C'est une photo que j'ai prise à Laayoune quand on était lors de la caravane de dépistage des maladies chroniques, dont le diabète, etc. Et c'est une photo du centre de dépistage où il y avait cette photo-là. Et donc, dans leur sable, il y avait beaucoup de tabagisme. L'étude Stepwise, qui sera présentée en fin d'après-midi, montre qu'il y a un Marocain adulte, homme, sur 4 qui reste tabagique. Et la tendance s'est légèrement améliorée au cours de ces dernières années, mais on est encore à des chiffres très élevés. Et quand on est tabagique, on est plus exposé à une maladie rénale chronique. Vous voyez la différence. Et le nombre de paquets années a aussi toute son importance. Donc, arrêter le tabagisme est très important. Je conclus par cela et je vous remercie.